Alright. Donc ça, je m'appelle Jean-Philippe Lebleu. Je suis avec le CRC là, depuis une treizaine d'années. Je vais parler d'un sujet en fait, qui est caché, censuré dans les Amériques. Et on va parler beaucoup de politique étrangère. Et je voulais commencer par donner un peu une image du problème actuel, parce que vous allez voir, je vais parler de beaucoup de choses et vous allez avoir beaucoup d'idées préconçues sur ce dont je vais parler. Je vais juste vous expliquer le problème actuel concernant la politique étrangère. Imaginez-vous, vous êtes dans une toilette publique, vous lavez les mains, ça va. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, il est pressé, vous le regardez, vous le voyez, là, il s'en va dans les toilettes, il fait sa besogne, l'odeur est insoutenable, le bruit est insoutenable. Vous continuez à vous laver les mains, et là, cette personne-là sort et elle quitte. Et là, vous avez cette idée de cette personne-là. Merde, ça sent les déchets, c'est incroyable, c'est une personne horrible. Et là, imaginez-vous que vous revoyez cette même personne 10 ans plus tard. Vous regardez la personne, et la première chose que vous avez à l'esprit, c'est l'odeur, c'est le bruit. Mais cette personne-là, vous n'avez aucune idée de qui cette personne est. Aucune idée même de la langue que la personne parle, aucune idée de son background. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Quand on parle de Chine, de Russie, quand on parle de l'Europe, quand on parle de démocratie, quand on parle de dictature, etc., les gens ont plein d'idées, souvent qu'ils ont eues la semaine dernière, l'année passée. Combien de gens, par exemple, quand on leur parle des États-Unis, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est George Bush Jr. Tout de suite. Donc déjà là, tu essaies de leur parler, par exemple, de quelque chose que les États-Unis feraient de bien, ça ne clique pas pantoute. Parce que la personne a cette idée préconçue et est juste incapable de sortir de cette idée préconçue parce que, ben, comme on disait, je pense que l'odeur de George W. Bush est assez dérangeante aussi. Donc, en fait, le sujet dont on parle depuis très longtemps, en tant que mouvement au CRC, évidemment, le mouvement avec M. Larouche, un mouvement qui est dans plusieurs nations, et maintenant, là, ce que vous voyez ici, c'est en fait une carte qui a été mise à jour par notre mouvement récemment de plusieurs projets de transport maritime, ferroviaire, etc., qui sont soit déjà conçus en vert. Par exemple, dans la région de la Chine, il y a beaucoup de ces projets-là qui ont été faits récemment. Et plusieurs autres projets en rouge, par exemple, comme vous voyez, l'Amérique latine, l'Afrique et aussi le nord de la région de la Sibérie et aussi au nord du Canada et en Alaska. En fait, ce qui vient de se produire, c'est que justement, on a un changement de politique dans certaines régions du monde impliquant les nations qu'on appelle les nations du BRICS, B-R-I-C-S, je vais montrer ici. Donc, Russie, vous voyez de gauche à droite, Russie, Inde, Brésil, Chine, Afrique du Sud. BRICS 2014. Donc, si on parle de ce qui se passe depuis 2014 concernant le BRICS, il se passe énormément de choses. Mais la réalité est que ce groupe-là, en fait, a débuté dans la période 2008-2009. À l'époque, il n'y avait pas l'Afrique du Sud. Mais ce qu'on voit, en fait, depuis surtout septembre de cette année, c'est une série de projets qui sont, en fait, sous-tendus par ce que certains pourraient appeler une nouvelle conception de la politique. Et je suis sûr que pour, en fait, toute personne de moins de 150 ans, c'est très nouveau, parce qu'on n'est pas habitué à, en fait, à avoir des choses positives en termes politiques. Mais en fait, cette politique-là qu'on est en train de ressusciter, c'est-à-dire que l'organisation de M. Larouche, qui organise depuis des décennies sur ce que je vais vous présenter, maintenant, on commence à voir le fruit de ça. Mais pour vraiment comprendre, il faut revenir, en fait, à 1648 en Europe. Alors que vous avez eu, en fait, en 1648, la signature du traité de Westphalie. Et pour ceux, je vais vous donner une idée, peu importe qui vous êtes, si vous parlez à des experts de politique étrangère, ils vont tous vous dire que le traité de Westphalie, c'est la base de la politique, du droit international. Donc l'idée de non-agression,
en fait, qui est surtout l'espèce de mot-clé pour les gens. Là, Westphalie, okay, non-agression, souveraineté, etc. Mais je vais vous montrer justement que c'est beaucoup plus important que ça, et que c'est en fait ce traité-là qui a donné naissance à en fait, l'idée même de nation, et l'idée de développer, en fait, comme vous allez le voir, certains principes. Donc, en fait, il y a énormément de principes dans le traité même, il y en a plus d'une centaine, mais c'est les trois premiers qui sont les plus importants. Donc, 1648, on est en train de mettre fin à une guerre, en fait, de beaucoup plus que 30 ans, mais une guerre de peut-être 100, 110 ans, une guerre religieuse entre chrétiens confus. Donc, le premier principe du traité, qu'il y ait une paix chrétienne universelle et perpétuelle et une amitié vraie et sincère entre les deux systèmes chrétiens, et que cette paix et amitié s'observent et se cultivent sincèrement et sérieusement, en sorte que les parties procurent l'utilité, l'honneur et l'avantage l'une de l'autre, et qu'ainsi, de tous côtés, on va renaître et refleurir les biens de cette paix, de cette amitié par l'entretien sûr et réciproque d'un bon et fidèle voisinage de tout l'Empire romain, etc., etc. Donc, le principe de l'avantage l'une de l'autre, ou en fait de l'avantage du bénéfice de l'autre. Donc, une nation, en fait, qui, en fait, plutôt, à l'époque, on parle plutôt de royaume, mais un royaume qui se dit, OK, mon intérêt se situe dans l'intérêt de l'autre. C'est assez révolutionnaire quand vous sortez de 100 ans de guerre religieuse. Imaginez, vous avez 50 ans, tout ce que vous avez connu, c'est cette guerre religieuse, et vous arrivez avec ça. Comment ça marche? Ça marche, c'est de la propagande, ça n'a pas de sens. Donc, deuxième principe, très important, je vais lire seulement au début, qu'il y ait de part et d'autre un oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou quelque manière que les hostilités aient été exercées par l'une ou l'autre partie. Amnistie perpétuelle. Quand vous regardez le conflit du Proche-Orient, par exemple, d'Israël-Palestine, c'est tout sauf ça. C'est toujours de blâmer, d'essayer de trouver celui qui a commencé le conflit. On essaie de se blâmer l'un l'autre. Alors que là, on dit, on ne va pas dans cette route-là. Ce qui a été fait est pardonné et oublié, et on se concentre sur l'avenir. Et le troisième, et afin que l'amitié réciproque entre l'empereur et le roi très chrétien, etc., se conserve d'autant plus ferme et sincère, l'un n'assistera jamais les ennemis présents ou à venir de l'autre, sous quelque titre et prétexte que ce soit, pour raison d'aucune dispute ou guerre contre un autre, ni d'armes, ni d'argent, ni de soldats, etc., etc. Donc, on n'assiste pas les ennemis de nos voisins. Ce principe-là, ce traité-là a été signé en 1648, mais ça a pris 9 années de dialogue, un dialogue très difficile à cause des distances, évidemment. Si on envoie une lettre, il faut attendre plusieurs mois avant que la lettre se rende. Et il a même fallu, en certains cas, attendre que certains dirigeants meurent, parce qu'ils étaient tellement contre le projet que tant qu'ils étaient en charge, évidemment, quand vous êtes dans un royaume, le roi, il n'est pas remplacé par le vote. Donc, il fallait attendre qu'il meure. Et en fait, la France a été un des premiers promoteurs de ce traité-là. Et la manière qu'il recrutait les autres pays ou les autres villes, les autres royaumes ou les différents régimes, c'était en fait en gagnant la guerre. Quand vous conquériez un endroit, l'idée c'était de dire, écoutez, on est là pour changer la logique. Donc on vous a conquis, mais nous on est là pour le traité de Westphalie. On est là pour votre développement. Ça semble un peu... ça semble assez hardcore, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre manière. On n'avait pas Internet, ou on n'avait pas la Déclaration des droits de l'homme, on n'avait pas la Constitution américaine, on n'avait même pas l'idée de nation encore, qui était très un niveau un peu confus. Donc, c'est une guerre en soi. C'est une guerre de faire passer ce traité-là. Et ce traité-là, ben, ça fait, on parle de plus d'environ 360 ans que ça a été passé. Il y a eu plusieurs percées par la suite.
Je voulais revenir à ça parce que ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que ce qu'en train de discuter, ce qui a été discuté parmi ces nations-là et parmi notre mouvement, évidemment, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple couleur politique ou de la simple tendance politique qui peut être représentée par certaines de ces nations-là. On pense à la Russie, on voit encore le régime soviétique. La Chine, même chose, on voit Mao Tse-tung et la dictature paysanne. En Inde, on voit la pauvreté, la surpopulation. Au Brésil, la corruption. Il y a plein de systèmes différents. Et en fait, beaucoup de gens vont bloquer sur ce sujet-là parce qu'ils vont dire, ben, comment tu veux qu'on parle à des communistes dans un système démocratique? Comment vous voulez qu'on parle aux Russes qui sont tellement va-t-en-guerre? Vous vous rappelez Staline, vous vous rappelez... Qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est ça l'enjeu actuel pour les gens ici en Amérique du Nord, de saisir quelle est la véritable dynamique. Une dynamique qui n'est pas née avec le communisme ou avec le système de caste indien ou ces choses-là, ou même avec le système démocratique actuel nord-américain. Mais il faut revenir à une époque où on a mis l'emphase sur certains principes qui aujourd'hui sont encore nécessaires. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, en fait, sont d'accord avec ces principes-là, l'idée de l'avantage de l'autre, et même que ça peut vous sembler le gros bon sens. Mais quand vous vous impliquez en politique, quand vous allez voir les dirigeants, vous essayez de soit les éduquer ou leur donner quelques baffes, c'est là où vous voyez toute l'espèce d'ignorance crasse qui est en train de se faire. Puis évidemment, l'ignorance crasse, c'est pas juste par rapport à certains pays, c'est par rapport à l'économie en soi. Quand on parle, par exemple, quand on parlait de... Quand Al Gore est sorti avec son documentaire Inconvenient Truth, nous, on allait sur les campus et on parlait de développement, chemin de fer, développement énergétique. Et à ce moment-là, les gens disaient, les jeunes, pas des vieux profs, pas des vieux professeurs poussiéreux, mais des jeunes nous disaient, on ne peut pas développer l'Inde, il y a trop de monde, s'ils se développent, c'est la fin du monde, on n'aura plus de ressources, ils sont 1,3, ça se multiplie comme des lapins, etc., etc. Et ça, c'était encore une simple supposition basée sur une mauvaise odeur plutôt qu'une vraie connaissance de ce qui est en train de se passer. Et c'est là le gros projet, parce que quand on regarde ce que les BRICS sont en train de faire, en fait, il y a deux choses qui sont en train de se produire, qu'il faut avoir en tête. Bon, premièrement, on finance le développement. Donc, ici, quelques exemples, je pense qu'il m'en manque un ou deux. Nouvelle banque de développement, avec un fonds de 100 milliards de dollars. Le AIIB, un autre 100 milliards. Le fonds pour la nouvelle route de la soie. La route de la soie, en passant, qui est un peu l'image. Vous voyez la ligne verte et jaune? C'est la route de la soie, là, à l'époque, vers l'an 800 ou 1000 après Jésus-Christ. Mais les Chinois et notre mouvement, on parle de ce principe-là, de réintroduire la route de la soie depuis déjà très longtemps. Ensuite, le Contingent Reserve Arrangement, ça c'est un fonds pour c'est en fait pour essayer de protéger certaines nations contre justement des activités spéculatives. Des actions contre les monnaies, par exemple, des paris contre certaines devises, etc., etc. Vous avez en bas aussi l'accord Chine et CELAC. CELAC, ça tient pour... j'ai pas écrit. Ah, ça en bas. Communauté des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, un autre fonds totalisant environ 35 milliards de dollars. Donc, on parle en fait, dans un des rapports qu'on a produit, dont je l'ai montré, on parle en fait d'une trentaine d'accords au niveau des échanges, au niveau de construction de projets, au niveau énergétique, beaucoup axé sur l'énergie nucléaire, qui est la plus dense et la plus positive actuellement, si on peut en rediscuter. Donc, vous avez
évidemment les nations du BRIC, vous avez Nicaragua, Cuba, Argentine, Pérou. Cuba, beaucoup de projets. D'ici 5-10 ans, Cuba pourrait en fait devenir un pays développé. En passant, Cuba qui est la nation qui fait le plus d'efforts maintenant contre le virus de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les gens sachent ça. Mexique, en fait, il a déjà signé 14 accords avec la Chine. Le Nigeria, qui vient de signer une entente avec la Chine encore de 15 milliards de dollars pour construire un chemin de fer. Nigeria, qui est, je pense, c'est là où l'une des nations les plus peuplées de l'Afrique. Corée du Sud, Corée du Nord, Népal, Pakistan, Singapour, Égypte, Zimbabwe. Et là j'aurais pu mettre Canada, mais je voulais faire la distinction. Parce que le Canada, il y a des ententes avec la Chine et l'Inde, mais c'est basé sur les ressources naturelles. Un peu au niveau nucléaire, on est impliqué là, dans le développement d'un parc nucléaire en Chine. Mais c'est une nation qui... Enfin, le Canada fait partie du problème actuellement. Pas juste avec Harper, mais il y a une propagande très très anti-russe au Canada qui est représentée par les partis en importance, comme autant le NPD que les libéraux que l'autre truc, conservateur, ou l'autre affaire. Donc, vous avez encore cette ignorance basée sur absolument rien. Et là, vous avez, ce que je vais vous montrer, c'est en fait une citation du président chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet de l'APEC, donc en fait une organisation de nations, toutes les nations en fait qui touchent la région du Pacifique. Donc à la fin novembre, on a eu le meeting de l'APEC qui a été suivi à la suite par le G20 en Australie, dont certains ont entendu parler. Donc la citation de M. Xi Jinping à l'occasion d'une conférence de presse avec Obama et lui-même, donc États-Unis, Chine. Donc il dit: j'ai dit au président Obama que la Chine a proposé un concept pour la sécurité de l'Asie. Donc on parle de sécurité au niveau de la guerre, mais aussi au niveau évidemment de sécurité économique, sécurité en fait contre la pauvreté. Donc, concept pour la sécurité de l'Asie, afin d'encourager les pays asiatiques de concevoir notre sécurité commune avec un esprit de coopération et d'inclusion. Mot-clé ça, inclusion. En même temps, j'ai aussi mentionné que l'océan Pacifique est assez large pour accommoder le développement de la Chine et des États-Unis et que nos deux pays peuvent travailler ensemble afin d'assurer une sécurité en Asie. Il faut faire des efforts mutuels et complémentaires plutôt qu'exclusifs. La Chine et les États-Unis doivent continuer d'améliorer leur dialogue sur les politiques de l'Asie et du Pacifique et de synchroniser nos efforts ainsi que de respecter les intérêts et comprendre les inquiétudes de tous et chacun dans cette région et développer une planification inclusive. J'ai aussi présenté au président Obama l'initiative chinoise d'établir la AIIB ainsi que le Fonds pour la route de la soie. Le manque d'infrastructures est le principal problème obstruant le développement économique de l'Asie. La Chine a démarré la création de l'AIIB afin d'appuyer et faciliter le développement des infrastructures en Asie. Ces propositions et initiatives sont ouvertes et inclusives en Asie. Elles ne sont pas exclusives. Nous invitons les États-Unis et d'autres pays importants à participer activement à ce projet afin qu'ensemble nous puissions promouvoir et partager la prospérité et la paix dans la région Asie-Pacifique. La Chine est prête à travailler avec les États-Unis afin de faire plus d'efforts dans certains secteurs prioritaires et appliquer les principes de non-confrontation, non-conflit et de respect mutuel. C'est avec un esprit sans relâche et des efforts soutenus que nous promeuvons un nouveau progrès en construisant un nouveau modèle de relations entre pays importants afin d'amener un grand bénéfice à nos deux peuples. Dans un autre contexte, peut-être que cette citation-là ne serait pas très intéressante ou serait un peu banale, parce que c'est facile pour les politiciens d'avoir une langue de bois et dire un peu n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Mais on est dans une situation où la Chine planifie pas juste de développer les autres nations, évidemment, mais de s'occuper de son problème de manque de développement, une population énorme
évidemment, on ne va pas développer 1,5 milliard de personnes avec du charbon ou avec juste des vélos. Ça prend de l'énergie, ça prend du transport. La Chine prévoit augmenter son système ferroviaire, en fait, de quadrupler son système ferroviaire d'ici 2020, ce qui est énorme. Ici, les gens dans les années 80 se rappellent ici le projet Québec-Windsor, du chemin de fer, coupe de mille, pas de problème. Ça fait 40 ans qu'ils en parlent, puis c'est toujours une espèce de dialogue ridicule de savoir comment ça va coûter, au lieu de remettre sur la table l'idée, en fait, de ce qu'on appelle l'avantage de l'autre. L'avantage de l'autre nation, l'avantage de l'autre citoyen, et de mettre ça en application. Ce que je vous montre là, c'est, en fait, la page couverture d'un rapport fait par M. Lyndon LaRouche en 1975. À l'époque où M. LaRouche était impliqué en politique aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment le Proche-Orient, l'Inde et l'Amérique latine, dans lequel il parlait justement en fait, de ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec le BRICS. On va avoir une politique de développement pour financer les infrastructures. Donc en 1975. Plus récemment, en 1997, le rapport de notre mouvement, The New Silk Road, ou évidemment un rapport de 300 pages sur certains projets donc, que j'ai montré la carte au début. Vous avez la mise à jour, parce qu'on a montré ce rapport-là à certains de nos contacts chinois, comme à l'ambassade canadienne. Les gens regardaient le rapport, regardaient les cartes chinoises des différents projets et disaient « Oui, mais ça c'est already done, ça c'est fait, ça c'est à 80% fini, ils ont besoin d'un nouveau rapport. » C'est vraiment Et donc, on en a fait un nouveau, et qui veut évidemment pas simplement être une simple énumération de projets, parce que, en fait, quand on parle de projet, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, première des choses. Si je vous parle de faire un plus grand métro de Montréal, je suis sûr que tout le monde est d'accord. Si je vous parle de faire une pipeline, je suis peut-être pas aussi populaire. Dépendamment de ce qu'il y a dedans, j'imagine. Ou quand je vous parle aussi de programme spatial, par exemple. Beaucoup de gens ont certaines hésitations. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est dans une position en tant que Canadiens, Québécois, d'intervenir dans un dialogue des cultures qui est archi nécessaire maintenant. Sans ce dialogue-là, rien ne va se produire. On va rester coincé dans notre ignorance ou notre supposée connaissance de la politique. Ça veut dire, moi, je suis un libéral. Je ne peux pas parler avec un communiste, quand même. Imaginez à l'époque du traité de Westphalie, c'était le même truc. Moi, je suis protestant, moi, je suis catholique, je ne vais pas parler. Qu'est-ce qui arrive, c'est le conflit. Donc, en fait, ce qu'on est en train de créer en Amérique du Nord, c'est de créer un peu un nouvel establishment de gens qui sont capables de penser, pas simplement par eux-mêmes, mais qui sont capables de s'attaquer aux principes universels, comme stipulé dans le traité de Westphalie. Parce qu'en fait, l'avantage de l'autre, c'est pas simplement un truc chrétien, évidemment. C'est quelque chose, c'est un concept qui s'applique à tous. Je pense que la première des choses qu'il faudrait réaliser, c'est que quand on parle de la Russie ou la Chine ou l'Inde ou même l'Égypte qui sont impliqués, on ne parle pas d'une culture qui date de 1950. On parle de la Chine qui a 5000 ans, l'Inde qui en a peut-être 6000, l'Égypte qui en a une couple de mille aussi. Donc, quand on parle du communisme en Chine, c'est une virgule dans le livre d'histoire de la Chine. En fait, quand on parle de Confucius, déjà là, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça vient en fait nous chercher en tant que, on va dire en tant qu'Européens, mais quand on pense à des gens comme Platon, qui a aidé à mettre les bases pour le développement des nations, on peut en fait créer plusieurs liens directs entre Confucius et Platon, qui nous permettent justement de sortir du carcan politique qui est imposé actuellement. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas ici de vous
présenter une espèce d'utopie, comme quoi tout va bien. Parce que quand la Chine a invité Obama à s'impliquer, à faire partie du projet pour la nouvelle route de la soie, bien évidemment, les Chinois sont très inquiets parce que la direction américaine, la direction britannique, canadienne, c'est une politique de confrontation. C'est la politique, par exemple, du pivot asiatique, où les États-Unis déplacent des dizaines de milliers de troupes, des sous-marins, des porte-avions, dans la région de la mer South China Sea, donc la mer du sud de la Chine. Il y a un endroit où il y a plein d'excuses pour entrer en conflit avec les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, les Japonais. On se chicane pour des îles. Et par exemple, concernant le Japon, ben, Obama a préféré prendre une position militaire en disant qu'ils allaient appuyer le Japon si jamais il y avait un conflit entre le Japon et la Chine. Donc la Chine voit ça et dit, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste la route de la soie? Puis je me croise les doigts qu'Obama, s'il lance des missiles nucléaires, il va rater sa shot. En fait, non, il faut planifier les deux côtés. Donc, le point, c'est que quand vous entendez dans les médias que les Russes font tel truc militaire, les Chinois se préparent au niveau militaire d'une telle manière, parce qu'ils savent qu'il y a une menace. Et que la menace provient, comme on l'a vu avec George Bush Jr. pendant 8 ans, les États-Unis ne se sont pas distancés de cette politique d'interventionnisme. Je vais vous montrer cette photo-là, président chinois en décembre 2013 avec l'ancien président de l'Ukraine, dénommé Yanukovych, à un meeting à Pékin où en fait la Chine avait fait une entente au niveau du développement nucléaire de l'Ukraine. L'Ukraine qui possède, en fait, l'énergie ukrainienne est à 40% nucléaire, 40% charbon, et le reste c'est du gaz ou c'est, je ne sais pas si c'est des projets hydroélectriques, mais en fait, disons que ce serait le gaz et d'autres types d'énergie. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle l'Ukraine, en 2013, avec M. Yanukovych, a préféré ne pas se joindre à l'Union européenne. Est-ce que c'est quoi l'Union européenne? Est-ce que c'est la démocratie? Peut-être. C'est le crash économique à 150%. C'est en fait la dévaluation des devises, c'est les coupures budgétaires, c'est le chômage. Quand vous regardez des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, vous avez une Europe qui est en train de crasher carrément. Et de l'autre côté, vous avez la mobilisation des BRICS, qui en fait est beaucoup plus intéressante en tant que pays, en tant que citoyen, malgré les différences de système. Donc évidemment, M. Yanukovych a été renversé dans un coup quelques mois plus tard. Un coup qui a amené des factions, en fait, considérées ultra-libérales, c'est-à-dire en fait des nations prêtes à joindre les conditionnalités de l'Union européenne, c'est-à-dire dévaluation de monnaie, vente de ressources naturelles, arrêter toute entente économique avec la Russie, ce qui va mettre en faillite, ce qui met en faillite déjà l'Europe, pas juste l'Ukraine. Et vous avez aussi des factions néo-nazis qui ont réussi à s'infiltrer dans le gouvernement lors des dernières élections, qui se présentent aux fameuses mobilisations du Maïdan. Et maintenant, le nouveau gouvernement ukrainien tente de créer un gouvernement de coalition avec ces factions-là. Ce qui met beaucoup les Russes en... Ce qui inquiète énormément les Russes et la population d'origine russe en Ukraine, parce que les nazis de l'Ukraine, leurs deux ennemis, c'était les Juifs, puis c'était ce qu'ils appellent les Moscovites, donc les Russes. Et dans les années 40, par exemple, avec le parti Svoboda, et Stepan Bandera, qui était justement un des acteurs ukrainiens nazis, on a eu des génocides de plusieurs dizaines de milliers de personnes, juifs et gens d'origine russe. Donc, il y avait cette espèce de groupe qui intervient dans le gouvernement, qui intervient dans le pays. Et si on se rappelle juste la période de 2012, où on se rappelle, les États-Unis, en fait, finançaient l'opposition modérée
en Syrie contre le président Bachar el-Assad. Et ça n'a pas été long que les médias ont montré, même eux, que en fait, les vrais hardcore, c'était l'opposition. Ceux qui avaient utilisé des armes chimiques, c'était l'opposition. Et qu'évidemment, l'opposition était infiltrée par Al-Qaïda, Al-Jabhat al-Nusra. Donc, vous avez en fait une politique, comme on l'a vu depuis, comme on le voit plus clairement peut-être depuis l'Afghanistan en 2001, où on déstabilise tout ce qui bouge. Parce qu'en fait, quand on parle de l'Ukraine, est-ce qu'on parle de développement? Est-ce que l'Europe est dans une logique de projet de développement? Est-ce qu'on a parlé de projet de développement concernant la Syrie, par exemple? Bon, tout le monde voulait se débarrasser de Bachar el-Assad soudainement. Soudainement, c'était l'enjeu du siècle. Mais est-ce qu'il était question de développement? Est-ce qu'il était question d'éradiquer la pauvreté dans la région? Non. Est-ce qu'il était question de ça en Libye, quand on a voulu se débarrasser de Kadhafi? Non. En Irak ou en Afghanistan? Non. Et l'Afghanistan, c'est un bon exemple parce que vous aviez un endroit déjà très très pauvre qui produisait beaucoup d'opium. Et là, la production d'opium a en fait augmenté de 4000 % depuis 2001. Et vous avez un énorme problème en Eurasie, qui est un problème de drogue très dur. Par exemple, la Russie est un des pays qui compte environ 1,2 million de gens qui ont des problèmes d'héroïne. Vous avez 1,8 million de personnes qui utilisent des drogues à seringue, qui fait que la Russie est aussi le pays à l'extérieur de l'Afrique, du centre subsaharien de l'Afrique, qui a le plus haut cas de personnes séropositives. Ça, c'est la Russie. Donc, après ça, vous avez le Pakistan, l'Afghanistan. En Afghanistan, vous avez des jeunes qui travaillent dans les champs de drogue, qui se droguent pour aller plus vite. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, qui a des projets de développement pour l'Afghanistan? C'est la Russie. La Russie, ils sont prêts. Ils sont prêts à faire l'industrialisation totale de l'Afghanistan en termes de chemin de fer, développement des ressources naturelles, développement énergétique. Les nations alliées, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, ils ont eu 13 ans pour faire quelques projets que ce soit, qu'il n'y a rien qui a été fait. Les militaires canadiens, par exemple, étaient un pays impliqué pour la reconstruction de l'aéroport de Kaboul, et il n'y a jamais rien qui a été fait en 13 ans. Donc, on assiste à deux intentions différentes qui sont en pleine confrontation maintenant. Et c'est très important. Je ne sais pas si j'ai autre chose à montrer. Non. C'est très important que notre population soit prête à agir, non pas simplement dans un contexte de faire une mobilisation, de faire une manifestation, comme on l'a vu en fin de semaine, où en fait, on voit des, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait plusieurs milliers de personnes, ça c'est sûr, qui sont prêts à changer le système d'une certaine manière, qui voient que le système arrive à sa fin. Cependant, combien de ces milliers de personnes-là vont agir par la suite? Là, on réduit le nombre de beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive quand une personne veut se mobiliser, mais qu'elle n'a pas les conceptions nécessaires? On entend souvent beaucoup de critiques actuelles, critiques des coupures, qui utilisent beaucoup le terme libéral, des coupures libérales, mais en fait, le gouvernement du péquiste allait dans la même direction. Donc, il y a eu un problème où on est en Amérique du Nord, où on a mis les principes à la poubelle. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire que alors que l'Ukraine pourrait devenir l'excuse pratico-pratique pour démarrer une guerre entre la Russie et les États-Unis, on doit former une espèce de leadership, comme on est en train de faire par exemple aux États-Unis, dans différentes conférences qu'on a eues à New York et à d'autres endroits, de créer ce nouveau leadership de gens qui sont capables justement de défendre des principes et de poursuivre une mobilisation dans laquelle le Canada pourrait jouer un très grand rôle. Le Canada a beaucoup de problèmes politiques actuels, on est dans une crise économique, on a un potentiel qui est là, en termes d'ingénierie, en termes de construction. On
n'est pas des gens, c'est pas un pays sous-développé, on a une base, on est en train de perdre cette base-là. Donc de joindre la mobilisation du BRICS permettrait en fait de réactiver un pays comme le nôtre, évidemment de réactiver les États-Unis et de se tenir loin du conflit. Puis pour vous donner peut-être le dernier exemple clair, récemment l'ONU, la Russie a proposé un vote pour une résolution dans le but en fait d'engager les nations à empêcher la glorification du nazisme et évidemment le soutien au nazisme ou au néonazisme actuellement. C'est une proposition à l'ONU qui a été signée par environ 110 pays sur environ 180. L'Europe s'est abstenue. C'est un peu bizarre quand on pense à des pays comme l'Allemagne où la souffrance que les nations de l'Europe ont eue durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez 3 pays qui ont voté contre. Puis évidemment, c'était les États-Unis, le Canada et l'Ukraine. Donc, il faut revenir au principe. Si on revient au principe, on a une chance de se sortir de la crise et de comprendre en fait ce qui doit être fait, plutôt que de simplement être fâché ou pessimiste, etc. Donc, les 2 présentations qui s'en viennent vont toucher justement un peu sur l'aspect scientifique, l'aspect culturel, et garder en tête cette idée du traité de Westphalie. Comment quelque chose qui est vieux de 350 ans nous affecte aujourd'hui. Et comment en fait il faut faire ressusciter ces principes-là. Les 2 prochaines présentations vont toucher sur plusieurs principes. Et on pourra discuter là, par la suite après les 2 présentations de Matt et David. Right. Okay. Donc ça, je m'appelle Jean-Philippe Lebleu, je suis avec le CRC là, depuis une 13aine d'années. Je vais parler d'un sujet en fait, qui est caché, censuré dans les Amériques. Et on va parler beaucoup de politique étrangère. Et je voulais commencer par donner un peu une image du problème actuel, parce que vous allez voir, je vais parler de beaucoup de choses et vous allez avoir beaucoup d'idées préconçues sur ce dont je vais parler. Mais juste vous expliquer le problème actuel concernant la politique étrangère. Imaginez-vous, vous êtes dans une toilette publique, vous lavez les mains, ça va. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, il est pressé, vous le regardez, M. Larouche, un mouvement qui est dans plusieurs nations, et maintenant, là, ce que vous voyez ici, c'est en fait une carte qui a été mise à jour par notre mouvement récemment de plusieurs projets de transport maritime, ferroviaire, etc., qui sont soit déjà conçus en vert. Par exemple, dans la région de la Chine, il y a beaucoup de ces projets-là qui ont été faits récemment. Et plusieurs autres projets en rouge, par exemple, comme vous voyez, l'Amérique latine, l'Afrique et aussi le nord de la région de la Sibérie et aussi au nord du Canada et en Alaska. En fait, ce qui vient de se produire, c'est que justement, on a un changement de politique dans certaines régions du monde impliquant, vous le voyez, là où ils sont dans les toilettes, il fait sa besogne, l'odeur est insoutenable, le bruit est insoutenable. Vous continuez à vous laver les mains, et là, cette personne-là sort et elle quitte. Et là, vous avez cette idée de cette personne-là. Merde, ça sent les déchets, c'est incroyable, c'est une personne horrible. Et là, imaginez-vous que vous revoyez cette même personne 10 ans plus tard. Vous regardez la personne et la première chose que vous avez à l'esprit, c'est l'odeur, c'est le bruit. Mais cette personne-là, vous n'avez aucune idée de qui cette personne est. Aucune idée même de la langue que la personne parle, aucune idée de son background. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Quand on parle de Chine, de Russie, quand on parle de l'Europe, quand on parle de démocratie, les nations qu'on appelle les nations du BRICS, B-R-I-C-S, je vais montrer ici. Donc Russie, on voit de gauche à droite, Russie, Inde, Brésil, Chine, Afrique du Sud. BRICS 2014. Donc si on parle de ce qui se passe depuis 2014 concernant le BRICS, il se passe énormément de choses. Mais la réalité est que ce groupe-là, en fait, a débuté dans la période 2008-2009. À l'époque, il n'y avait pas l'Afrique du Sud.
Mais ce qu'on voit en fait depuis surtout septembre de cette année, c'est une série de projets qui sont en fait sous-tendus par ce que certains pourraient appeler une nouvelle conception de la politique. Et je suis sûr qu'il faut en fait, toute personne, quand on parle de dictature, etc., les gens ont plein d'idées, souvent qu'ils ont eues la semaine dernière, l'année passée. Combien de gens, par exemple, quand on leur parle des États-Unis, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est George Bush Jr. Tout de suite. Donc déjà là, tu essaies de leur parler, par exemple, de quelque chose que les États-Unis feraient de bien, ça ne clique pas pantoute. Parce que la personne a cette idée préconçue et est juste incapable de sortir de cette idée préconçue parce que, ben, comme on disait, je pense que l'odeur de George W. Bush est assez dérangeante aussi. Donc, en fait, le sujet dont on parle depuis très longtemps en tant que mouvement, au CRC, évidemment, le mouvement avec